Le Vendée Globe, ça dure 3 mois. Alors, la course en elle-même dure plus ou moins 3 mois, mais un projet Vendée Globe, ça dure quasiment 4 ans. Étrangement, au moment où tu franchis le départ du Vendée Globe, il y a une sorte de soulagement parce que c'est 3 ans ou 4 ans intenses de préparation. Symboliquement, tu largues les amarres, tu quittes ta famille et tu sors du final avec beaucoup de monde. Et ça génère beaucoup de pression, beaucoup d'émotions. Et au moment où tu as franchi la ligne de départ, il y a un petit ouf de soulagement, même si cette année, il y a eu du vent très faible au départ. Il a fallu se tirer les verres du nez pour partir le mieux possible. Le vraiment ouf de soulagement, c'est le premier soir. Départ Vendée Globe 2024. Vendée Globe 2024-2025. C'est parti. Les premières heures de course, c'était avec du vent qui a forci, mais du vent vraiment praticable, avec des voiles de portant très importantes. Je suis parti sous spinnaker et puis après on avait prévu le scénario de la nuit, préparer une autre voile, l'empanner, de changer de trajectoire. J'ai essayé de mettre de côté l'émotion, toute la pression pour juste appliquer le scénario. On a passé Madère et on a fait tomber la chemise, quoi. On va jeter à l'eau cette bouée scientifique. 3, 2, 1. Sur la descente vers le poteau noir, il y a eu plusieurs options qui sont dessinées. Il y a une option assez est, comme Jean Le Cam. Moi, j'ai fait une position un peu intermédiaire. Et ça s'est plutôt pas mal passé parce que pendant un moment j'étais dans les 10 premiers, dans les 15 premiers et j'étais plutôt dans un bon rythme. J'étais bien en phase avec le bateau, on n'a pas eu de fort coup de vent, donc on a traversé le potoir plutôt dans des bonnes conditions. Bon ben voilà, on est parti pour l'hémisphère sud. Wouhou! Ça y est, on est dans l'hémisphère sud. Alors, comme il se doit, comme on dit à tradition, on a préparé plein de petites offrandes pour Neptune. Merci. Yes. Rentrer dans l'hémisphère sud, je suis plutôt pas mal. Il m'est arrivé un truc, j'imaginais pas que ça me pénalisait autant. J'ai eu des rougeurs sur le visage. J'ai appelé les médecins de la course qui nous suivent 24 heures sur 24. Et j'ai minimisé ce qui m'était arrivé. En fait, c'est une infection sur le visage. Probablement en faisant le premier rasage, une bactérie qui était sur le lame de rasoir et ça a fait des rougeurs partout. En fait, c'est un staphylocoque que j'avais attrapé sur le visage, donc beaucoup d'irritation, un peu comme à la puberté. Au bout de 36 heures, j'ai appelé la direction de course et surtout le médecin de la course qui a pris la décision de me mettre sous antibiotiques. Et en fait, j'imaginais pas que ça allait autant me fatiguer. J'avais le genou qui avait triplé de volume. En fait, je rappelle encore le médecin de la course, en fait j'avais un épanchement de synologie au niveau du genou. C'est pénible sur ces bateaux-là parce qu'on est toujours à 4 pattes, donc ça a vraiment handicapé physiquement. Et tout ça couplé à la première dépression des mers du Sud où j'ai cassé un cordage, il a fallu que je monte dans le mât. Et tout ça, ça m'a fait perdre, on va dire, inévitablement 15 places d'un groupe où j'étais plutôt le groupe de tête, des poursuivants, le groupe de Jean Le Cam, de Violette, de Louis Duc. Je me suis retrouvé un peu derrière ce groupe. Et c'est plus tard où je me suis rendu compte qu'effectivement, comment j'ai perdu ces places-là, comment ça se fait. Manque de lucidité, fatigue. Donc tout ça fait que je rentre dans les mers du Sud, en tout cas pas bien sportivement, pas ma place, en tout cas pas la place que je voulais être pour représenter les mers du Sud. Et du coup, je me sens surtout pas à l'aise, quoi. Et ça m'a handicapé tout au long du parcours, à avoir une sorte de petite frustration, comme si tu avais un caillou dans ta chaussure qui te gêne, quoi. Comme un mini handicap, tu sais pas d'où ça vient. Ça va accélérationner. Il y a intérêt, hein. On n'irait pas dans des endroits un peu sauvages, un peu malicieux, un peu étranges. Quand même, hein. Voilà le paysage du début des mers du Sud.
Je viens de voir mon premier albatros. C'est pas hyper confort. Arrivé au Cap de Bonne-Espérance, fatigué, handicapé physiquement, on chope la première grosse dépression. J'en garde pas un super souvenir en fait, étrangement. Alors que d'habitude, passer les caps c'est quand même une fête. Et je me sens un peu stressé. Wouhou! Le Cap Bonne-Espérance. Voilà, on vient juste de passer sa longitude. Je me dis c'est le début des mers du Sud. Cette fois, je me dis contrairement aux autres Vendée Globe, ça peut être le début des emmerdes. Ça c'est ma gueule ça. Bonjour, coucou. Les mers du Sud, ça commence par l'océan Indien. On a eu un océan Indien assez sauvage, avec beaucoup de dépression, des mers croisées, du vent et de la mer très fort. Quelque part, je le vis bien parce que j'aime bien la force des éléments, mais je le vis moins bien sportivement parce que j'ai du mal à accrocher un rythme normal. Donc j'essaye malgré tout de m'épanouir avec ce que je vois, les éléments, et puis avec le groupe de bateaux avec lequel je suis. Et du coup, bon an mal an, la fin de l'océan Indien jusqu'au Cap Lewin, ça passe pas si mal que ça. On veut passer Cap Lewin. Là, l'Australie, Tasmanie. Là, pôle Sud. Faut pas y aller, on n'a pas le droit. Là-bas, devant, tout droit, le Cap Horn. T'es joué parmi elles. Et ouais, c'est ça Noël. Aujourd'hui, quand j'étais gamin, je rêvais de faire ça et aujourd'hui, je suis dans la mer du Sud et c'est assez fun avec ce bateau, avec des grands feuilles. Ça glisse plutôt bien. C'est un endroit du globe compliqué quand tu fais le Vendée Globe. Au sud d'Australie, au sud de Nouvelle-Zélande, on appréhende souvent. J'en garde plutôt un très bon souvenir. Pourtant, c'est le début, après le début du Pacifique où il y a beaucoup d'appréhension quand tu rentres dans le Pacifique. C'est un peu le grand saut élastique. On avance direct, tout va bien. Ça sent le petit café, les enfants. Par rapport à d'habitude et par rapport à l'océan Indien, on a été relativement épargnés. Je dis relativement parce que c'est un océan qui est extrêmement long, où on est proche de rien ou loin de tout. Il y a le fameux point Nemo. Épargné avec un bémol où on a croisé des icebergs, chose qui n'était pas arrivée depuis 2 éditions. Je suis passé à 2000 à un iceberg et je l'ai pas vu. Un moment de tension, c'est là où tu dis qu'on est dans des endroits plutôt malfamés. Avant d'arriver au Cap Horn, il y a un choix stratégique à faire. 2 grosses tempêtes qui arrivent. Il y a le choix de rentrer dans la tempête ou le choix d'attendre. J'ai hésité un petit moment et au final, au moment où je prends une décision, au moment où je me filme, il y a une baleine qui apparaît juste à côté de moi. Je viens de voir une baleine, jusque là. Cap Horn, ça se mérite. Devant nous, il y a 2 problèmes majeurs. C'est qu'il y a 2 tempêtes, on va dire. Kali, il voulait y aller et Arnaud, il voulait pas y aller. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord. Avec du recul, je pense que la baleine m'a donné raison. Parce que j'aurais peut-être pu casser mon main à ce moment-là et là, l'histoire aurait été différente. J'ai ralenti pour laisser passer les 2 tempêtes avant de passer le Cap Horn. Le Cap Horn, je ne l'avais pas vu de près. Le 5e Cap Horn, pour moi, c'est une grosse fierté. C'est un rêve de gamin de passer une fois, alors de passer 5 fois. C'est la libération, mais surtout, c'est un moment d'émotion extrême. Moi, je me dis, personnellement, je rentre dans la cour des marins qui ont fait 5 Cap Horn. Et je trouve que c'est pas rien. Ça reste quelque chose dans l'imaginaire d'un enfant que j'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qui fait rêver, qui me fait toujours rêver d'ailleurs. Terre en vue, regardez, il y a de l'atmosphère. C'est la Islas Diego Ramirez. C'est une des îles avant le Cap Horn. Oh, on va passer le Cap Horn. C'est bien, on peut faire. Bravo. Après avoir passé le Cap Horn, il y a une espèce de joie intense. Et derrière, tu sais que la remontée est longue. Et au final, quelques jours après mon passage de Cap Horn, il y a une grosse dépression au large des Malouines. Un truc vraiment très fort, avec 50 nœuds de face, avec 4 à 6 mètres de vagues de face. C'est le contre-coup en fait. C'est un peu la gueule de bois après avoir passé le Cap Horn où c'est l'euphorie. Et là, tu te retrouves à nouveau énormément secoué, où j'ai peur pour le bateau. Il y a du jeu dans les paliers de quilles. Et je me dis, il y a un truc qui va pas tenir, c'est pas possible. Je fais le dos rond,
mais à force de faire le dos rond, je vais devenir bossu. Ben voilà, une petite vidéo pour montrer qu'on est au large du Brésil mais que c'est pas assez pour autant. Ça bouille. C'est pas facile, hein, je vous promets. C'est pas tous les deux, mais c'est pas facile. Hein. Pour moi, c'est probablement le moment le plus dur physiquement et le plus dur moralement aussi du Vendée Globe, c'est l'après-Cap Horn. Alors les Alizés, après le passage des Malouines, dans un premier temps, c'est du vent de face, fort. Alors par contre, il fait beau comme les Alizés, il fait beau comme aujourd'hui. Une mer assez désordonnée. Et plus je monte en latitude, plus le vent adonne, c'est-à-dire que le vent n'est plus face au bateau, il y a un peu de travers. Et puis dans mon groupe de bateaux, j'arrive à redoubler certains bateaux qui avaient choisi d'aller d'ailleurs dans la tempête avant Cap Horn. À bord, c'est extrêmement inconfortable. C'est dur à vivre, mais je me dis, j'y ai encore quelques heures et après, ça sera un début de soulagement parce qu'après, ce sera des alizés qui vont s'atténuer pour aller jusqu'aux Açores. Et surtout, j'étais malgré tout assez content parce que j'arrive à redoubler 5 bateaux. Donc je me dis, bah écoute, Cali, t'as quelques heures à tenir et après, ça sera bon. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. C'est la loose, je vais te démasser. Merde, putain. Petit matin, vers 9h, j'étais dans le cockpit. J'avais du mal à me faire un café parce que ça bougeait pas mal. Et là, d'un seul coup, c'est comme si ta voiture, elle continue en roue libre. J'entends un coup de fusil, c'est le mât qui casse, qui tombe sur le côté bâbord du bateau. Je suis sorti direct, j'ai vu effectivement que j'avais dématé. Beaucoup de peur dans un premier temps. J'ai eu un réflexe, il fallait que je me confie avec quelqu'un. J'ai pris ma caméra et ça m'a servi de confident pour dire mon désarroi. J'envoie un message à mon équipe à terre et à la direction de course pour dire j'ai dématé, je vous rappelle après. Le temps que j'aille sur le pont, que je libère une partie du gréement, tout ça a duré plus de 2 heures. Je n'ai pas réfléchi à un abandon éventuel, j'ai pensé à mon bateau, j'ai pensé à récupérer le maximum de choses pour faire un gréement de fortune, pour rentrer chez moi au sable. Bon mais voilà, j'ai dématé ce matin. Je suis un peu au bout du rouleau, mais bon. Et j'ai envoyé l'aile de kite de mon ami Yves Parlier. Donc là on est tracté par l'aile de kite. Le bateau il se fait vraiment secouer parce qu'il y a vraiment du vent fort. J'envoie les 2 kites de Yves Parlier pour 2 raisons, parce que l'aile de kite est orange, ça permet d'être signalisé par rapport au bateau extérieur. J'avais peur qu'un bateau me rentre dedans. Et aussi, grâce à cette aile de kite, j'arrive à avancer. Sur un bateau de course ou de croisière, rien de pire que d'être immobile et d'être dépendant de l'océan. Donc j'arrive à être un peu manœuvrant. Et là, j'ai réalisé, une fois que j'avais envoyé l'aile de kite, que j'étais plus dans l'action, que j'étais face à moi-même, face à ce qui m'était arrivé. C'est bien les boules. Tellement déçu. Je suis déçu. J'ai du mal à y croire. J'ai beaucoup pleuré. Je me retrouvais face à l'élément. Je me disais que c'était une belle leçon de vie aussi. C'est la loi du sport aussi. Ces premières 24 heures ont été extrêmement dures. Et surtout, je m'aperçois que ça va être compliqué. Mon équipe à terre imagine un système pour faire un gréement de fortune qui me permet d'aller un peu plus vite, mais pas dans la bonne direction. Voilà, la voie de l'avant là. Ça bouge pas mal. Donc j'essaye plusieurs sortes de configurations de voiles, avec les voiles qui me restaient, avec la taille de voile que j'avais découpée, pour tenter de refaire du nord, d'aller vers les Sables d'Olonne. J'arrive pas et ça m'a pas mal rongé parce que de ne pas pouvoir rentrer chez moi, c'est quand même assez dur, c'est assez frustrant pour moi, ma famille, mes partenaires qui m'accompagnent. Du coup, ça dure 2 jours et demi à essayer plusieurs configurations et j'arrive pas. Du coup, on prend la décision d'aller vers les Antilles.
Aujourd'hui, le bateau est en sécurité, je suis en sécurité. Les panneaux solaires, ils rechargent à fond les batteries. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, voilà. Donc, ce que je peux sentir hier, c'est que aujourd'hui, ça va être le dernier jour de Vendée Globe. Je pense que j'ai tout tenté et j'ai pas envie de tenter le diable. Là, je suis encore en mer, j'ai encore 10 à 12 jours de mer pour rejoindre les Antilles. Voilà. Voilà. Vendée Globe, c'est fini. Pour cette fois-ci en tout cas. Je pense que j'ai vécu 2 jours de vraie solitude parce que sur un bateau de course, tu es toujours en action, tu es toujours actif, tu as toujours plein de trucs à faire. Là, je me retrouve sur un bateau de course qui est handicapé. Moi, je me trouve extrêmement meurtri, forcément. Et aujourd'hui, je prends ça comme une force pour la suite de ma vie maritime, de ma vie tout simplement. Et la meilleure manière de passer à travers ces échecs-là, c'est entre guillemets ces tragédies sportives, c'est d'en parler. Et d'en parler avec les jeunes, je trouve que ça a une force encore plus importante parce que quand je vais dans les écoles ou quand je croise des jeunes, certains me prennent dans les bras parce qu'ils me disent j'ai beaucoup pleuré en pensant à toi et quelque part je me dis que c'est une chance d'avoir un tel soutien et j'ai eu l'impression d'avoir étrangement gagné en capital sympathie avec ce dématage et peut-être avec le message que j'ai fait spontanément quelques instants après ce dématage et pourtant je l'ai fait un peu égoïstement, il fallait que je me confie à quelqu'un et en fait je me suis confié à des milliers de personnes et au final je trouve ça très, très sain et très chaleureux le retour qu'on me fait. Vu qu'on est à l'heure des superlatifs, je vais être le premier concurrent à faire Cap Horn les Antilles. Il faut bien être premier quelque part. Moi je vais arriver mercredi soir au jeudi matin au Marin. Donc dans le chenal du Marin, ce ne sera pas le chenal des Sables d'Olonne, ce ne sera pas à Nouk Sud. On a vraiment trop hâte. 9006 de la pointe sud Martinique pour Arnaud, avec son petit gréement de rien là. Il arrive avec des grains et nous on a hâte de le voir. Un remis. Le bateau arrivait à La Rochelle par cargo. On avait fait un pari d'embarquer le moins possible de gasoil et aussi d'avoir une mixité énergétique avec notamment d'hydrogène. Et en remontant de La Rochelle jusqu'au Sable, on a essayé une aile de kite encore un peu plus grande pour montrer qu'on est capable de naviguer même sous gréement de fortune ou sans mât avec la force du vent. Quelque part, j'ai fini différemment en arrivant le 6 avril. J'étais pas préparé, moi personnellement, à le faire. Mais j'étais poussé par mes partenaires, par les gens d'ici qui me disaient ici il faut que tu le fasses, il faut que de cet échec on fasse une fête, entre guillemets. Et ça reste un souvenir extrêmement fort. C'est une arrivée de Vendée Globe pas ordinaire. C'est un dimanche où on ne savait pas quoi faire. J'aurais forcément un regard très particulier sur ce Vendée Globe là, parce qu'il ne s'est pas passé comme prévu. Mais le Vendée Globe c'est ça, c'est beaucoup d'imprévus. Ça me permet aussi de me dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter sur un échec. Il faut se reconstruire, il faut reconstruire un bateau, il faut reconstruire un projet, mais il faut y aller dans la positive attitude en se disant que dans la vie tout est possible. Je pense que je suis fait pour être en mer et que j'ai une farouche envie de retourner faire le Vendée Globe. Il faut vivre dans la conquête et dans l'aventure et dans le sport au quotidien.